Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle histoire d'expatriation. Une histoire de couple, une histoire de famille. On évoluera aussi dans des domaines élargis du soin et du médical. Vincent est vétérinaire et Adélaïde est orthoptiste. Je reçois aujourd'hui Adélaïde et Vincent Wavreil pour une interview couple. Leur parcours, vous l'entendrez, a suivi plusieurs mouvements, plusieurs expatriations. Et fraîchement arrivés à Zurich, en phase de lune de miel, avec la vie ici, ils partagent leurs expériences et leurs analyses. Bonjour Adélaïde et Vincent, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir raconter votre histoire de famille. On va évoquer vos deux formations, parcours professionnel. Mais d'abord, peut-être que vous pouvez me raconter votre rencontre ? Oui, on s'est rencontrés via le frère de Vincent et sa femme qui sont ophtalmo et orthoptistes. Et donc nous étions tous les trois en stage au CHU de Lille. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Et puis une fois que j'ai fini mes études, parce que j'étais une année avant ma belle-sœur, je suis allée travailler en Belgique à l'hôpital des enfants de Bruxelles. Vincent vivait en Angleterre. Et on s'est rencontrés en France. Une fois, on était rentrés tous les deux pour un week-end. Le destin, ça vous a pas fait peur d'être chacun dans d'autres pays ? Non, à part que on s'est rencontrés à une soirée au restaurant, puis 2 autres fois après ça. Commencer une relation à distance, c'est un peu plus compliqué, je pense. Il y a eu beaucoup de Skype, et heureusement qu'il y avait Internet. Ça s'est fait comme ça, il faut y mettre un peu du sien, on va dire. Ouais. Après, vous êtes rentré en France, justement, pour vivre votre histoire aussi ? Non, du tout. Vincent était en train de passer des interviews pour aller faire une résidence aux US. Et au bout d'une semaine, j'ai dit, s'il y va, j'irai avec lui. Oui, on s'est rencontrés au mois de novembre et au mois de janvier, j'ai reçu une lettre de confirmation comme quoi j'avais obtenu un poste aux États-Unis pour faire une résidence. Donc une résidence, c'est une spécialisation sur 3 ans en chirurgie pour moi. Et donc oui, Adélaïde, au bout de ça faisait 3 mois, et elle m'a dit c'est bon, si tu l'as, si tu veux partir. J'avais passé quand même 4 ans à essayer d'obtenir ce poste-là. J'ai donné ma démission et on est parti en juillet. C'est quelque chose que vous recommandez pour justement un jeune couple de tenter l'expatriation et avec tous les débuts de vie commune, etc. On s'est pas trop posé beaucoup de questions. En fait. Non. On était dans le move. Moi, j'avais fait un internat. J'avais travaillé en Angleterre. Je faisais des remplacements. Je faisais une formation plus à Lille. Donc, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Lille, à l'hôpital je dis du Maine tout le temps parce que moi, je suis vétérinaire. Donc, à l'hôpital à Lille, je faisais une formation une semaine sur 2. Je revenais. Beaucoup de temps à faire des allers-retours. Mais, je sais pas, le rythme était assez élevé. On s'entendait bien, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Non, le seul truc, c'est d'un point de vue financier. Je savais qu'avec son maigre salaire de résident, on pouvait quand même survivre à 2 dessus si moi, je ne pouvais pas tout de suite travailler. C'était très juste. Il n'y avait pas d'extra, il n'y avait pas de sortie au resto. On pouvait survivre et vivre quand même là-bas, et donc je risquais pas grand-chose en fait. Au pire, je rentrais. Sans enfants. Voilà, sans enfants. Si ça marchait pas, je rentrais et puis je trouvais un autre travail et puis c'était tout. Je me suis mis à chercher du travail. Je parlais pas anglais, donc c'était compliqué. Mais il y avait une clinique qui cherchait quelqu'un et qui m'a proposé de venir observer chez eux pour me familiariser avec l'anglais. Et donc, en fait, je faisais ça. Donc, je prenais des cours d'anglais. Et quand je n'étais pas au cours d'anglais, j'allais chez eux observer. Et donc, j'ai fait ça pendant 4-5 mois. Et puis, ils m'ont offert un contrat. Et, sauf que, en fait, aux États-Unis, le truc le plus compliqué, c'est les visas. Oui. En fait, j'ai pas pu, malgré un contrat de travail, je n'ai pas pu obtenir un visa. Et donc, il a fallu trouver une solution. Donc, nous nous sommes mariés au bout d'1 an où on était ensemble. C'est quand même romantique dans ces conditions-là. Ouais. Ça dépend de quel point de vue vous vous mettez. Non, mais on s'est mariés pour pouvoir continuer à vivre ensemble. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais après, voilà, on peut aussi dire on s'est mariés pour les papiers. L'organisation n'était pas celle qu'on aurait voulu ou aurait pu avoir. J'aurais dit aurait pu, parce que voulu, après, c'est une question de point de vue. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à ce moment-là. On s'est mariés assez vite parce que
On s'est mariés un mois après qu'on ait décidé de se marier. Moi, je voulais le grand mariage que du coup, je n'ai pas eu. Donc, ça, j'étais un petit peu triste pendant longtemps. Je voyais toutes mes copines avec leurs belles robes. Et moi, je voulais la même chose. Et non, on s'est mariés voilà, pour que je puisse retourner. Non, on s'est mariés en France quand même. Okay. Le fait est que vous êtes toujours ensemble, donc se marier pour les papiers, voilà, il y avait quand même d'autres raisons. Ça a marché. Non, moi, il y a un des trucs qui m'a le plus... on est arrivé le 7 juillet aux États-Unis, et je me souviens d'un truc, c'est parce qu'en fait, j'avais une copine que je connaissais là-bas, qui avait visité un appartement, donc on avait réussi via Internet à réserver un appartement pour là-bas, et on est arrivé, et je me souviens avoir posé mes 2 sacs. On avait 2 sacs, on avait un appartement qui était vide, il n'y avait rien dedans. Et c'était le nouveau départ, et c'était le 7 juillet. Et c'est marrant parce que oui, c'est vrai que quand on a redéménagé des États-Unis, c'était une maison complète qu'on avait à vider. C'était une phase différente, mais c'était... Enfin, je garde un très bon souvenir de cette phase-là, qui est un peu stressante parce qu'on commence pas avec grand-chose. Mais d'un autre côté, on n'a pas grand-chose non plus à perdre. Donc... Après, je pense que ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que les visas aux États-Unis, c'est quand même un truc qui est un petit peu délicat. Parce qu'en fait, elle était sur un visa touriste. Oui. Et donc, elle est limitée dans le temps. Mais Adélaïde s'est vraiment débrouillée. Elle a vraiment essayé. Elle est arrivée. Elle ne maîtrisait pas vraiment l'anglais. Elle s'est pris des cours. Elle a essayé d'aller suivre la clinique. Elle s'est vraiment démenée pour essayer de faire que les choses marchent, quoi. Moi, je travaillais beaucoup. Ma résidence, surtout le début, était un petit peu surchargée. Et beaucoup de gardes, beaucoup d'heures, etc. Et en fait, je pense que Adé a vraiment essayé. Au début, c'était un peu dur, hein, ça n'a pas été toujours très très facile. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi, c'est qu'elle a vraiment fait beaucoup d'efforts pour passer les premiers 6 mois, je pense, ont été difficiles un peu pour nous, à cause du changement. Mais ça, faut s'habituer, une nouvelle vie, une nouvelle langue, un nouveau boulot, et puis d'être loin de la famille aussi. Parce qu'il y a quand même le décalage horaire et la distance qui fait que les choses sont aussi un petit peu plus compliquées à ce niveau-là. Mais Adélaïde a pas baissé les bras, a foncé, a essayé vraiment de se débrouiller et puis de s'adapter. Et ça a très bien fonctionné parce que finalement, elle a obtenu un boulot et puis elle s'est mise à l'anglais. Et puis ça a duré plus longtemps que prévu au départ. Parce qu'au départ, on était censé aller aux États-Unis pour faire ma résidence, c'est-à-dire 3 ans et revenir. Et on est resté presque 10 ans aux États-Unis. Ah oui, une phase de vie. 9 ans et quelques mois. Non, c'est joli, hein, comme tu présentes ton épouse. Ah ben non, mais faut qu'elle se rende compte qu'elle a fait... Oui, elle a fait beaucoup d'efforts. Moi, je travaillais déjà depuis 2 ans en Angleterre, donc je travaillais déjà en anglais depuis 2 ans. Donc moi, la transition de l'anglais a été entre l'anglais en Angleterre et l'anglais américain, où je me souviens que les étudiants rigolaient bien de moi quand j'utilisais les mots bien british. Au début, c'était rigolo. Déjà, on se moquait pas de toi parce que tu avais l'accent français, donc. Ou alors tout le mix. Non, aux États-Unis, quand au lieu de dire pants, tu dis trousers. Ça allait bien, ça allait fait bien. Non, mais les Américains aiment bien la France, hein, donc c'est vrai qu'on est bien reçus quand on dit qu'on est français. C'est Paris, le romantisme, la nourriture, les macarons. Donc ils sont plutôt très accueillants. Ça, c'était quand même un avantage à ce niveau-là. Moi, ce que je vois, il y a 2 types d'expatriés. Ceux qui préparent énormément en amont, justement, et ceux qui se lancent et mettent l'énergie une fois sur place pour s'adapter. Et donc, je pense que vous êtes dans la deuxième catégorie. La deuxième partie, ouais. Moi, ça faisait très longtemps que je préparais ma résidence, enfin que je voulais une résidence. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une résidence aux États-Unis qui est difficile à obtenir, qui est plus difficile encore maintenant à cause justement des problèmes de visa, en étant européen. Mais je pense qu'Adé n'avait pas vraiment prévu le coup, quoi. On s'est rencontrés au mois de novembre et au mois de janvier, elle dit à ses parents, ciao, je me casse aux États-Unis. Je pense que la pilule n'a pas forcément été la plus facile à avaler. Au niveau timing, c'était le bon moment pour le faire, puisque le faire quelques années avant, c'est peut-être trop tôt. Et quelques années après, on a des priorités peut-être différentes et des responsabilités différentes. Justement, Adélaïde, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ta formation, pour voir si là aussi tu as suivi ton cœur ou si c'était un petit peu plus planifié, ta volonté de devenir orthoptiste. Donc comment tu es venue à cette idée ? J'ai fait d'abord une école d'optique pour être opticienne. Puis en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai quand même fini l'école, mais du coup, tout de suite après l'école, je me suis renseignée pour aller en orthopsie. J'avais fait moi-même de la rééducation. Donc c'est comme ça que j'avais connu le métier. Et j'aimais ce côté plus... paramédical, conseil. Plutôt que de la vente.
Ouais, parce que malheureusement, le métier d'opticien a quand même pas mal changé ces dernières 50 années. Et c'est vrai que les opticiens se font beaucoup aider pour tout ce qui est montage et tout ça par des labos de plus en plus. Du coup, ça en revient à beaucoup de ventes. Je pense que j'ai pas la fibre commerciale. Du coup, ouais, je suis partie tout de suite. Donc, il faut passer un concours. À l'époque, il fallait passer un concours écrit sur le programme de physique, notamment. Enfin, c'était beaucoup de la physique, du coup, un peu d'optique et tout ça, parce qu'on apprend ça en spécialité physique. Il y avait un peu de bio. Et puis ensuite, il y avait un oral. Et ensuite, c'est une école qui dure 3 ans, où c'est beaucoup de stages dans les hôpitaux universitaires. Après ça, je pense que je commençais déjà à avoir un peu la fibre de bouger. Enfin, j'avais pas forcément bougé de pays, mais je voulais aller dans une autre ville, découvrir une autre ville. Donc, tu es de quelle ville ? Je suis de Lille. Voilà. Et je voulais découvrir une autre ville. Et en fait, il y avait un poste à Bruxelles, à l'hôpital des enfants. Donc, je suis partie là-bas pendant 1 an, du coup. Un peu moins d'1 an, parce que départ prématuré à cause de Vincent. Et grâce. Et après, donc, on est arrivé aux États-Unis. J'ai commencé à travailler du coup en avril. On est arrivé en juillet. Et j'ai travaillé chez eux jusqu'à ce temps qu'on déménage pour faire son fellowship en Floride. Et après, il y a encore des problèmes de visa. Donc, je suis restée sans travailler pendant 3 ans et demi à cause des visas. Parce qu'on était passé sur un... Avant, j'étais à un J2, qui est un internship, l'épouse d'un internship visa. Donc, on a le droit de travailler. Et ensuite, quand on est parti en Floride, il est passé sur un visa de travail. Et là, les femmes des visas de travail n'ont pas le droit de travailler. J'étais H4. Jusqu'à temps qu'on fasse une demande de carte verte qui soit approuvée. Donc ça a pris 2 ans. J'ai pas travaillé pendant 3 ans et demi. Ça dépend des États, ces régulations, ça dépend du pays dans lequel tu viens. Je suis pas sûre que ça dépende des États. Et après, le niveau d'études facilite, je crois, l'obtention de la carte verte. D'accord. Donc plus tu as des études élevées, plus facilement ils donnent des cartes vertes. L'épouse en a automatiquement une, donc j'obtenais le droit de travailler en même temps que la carte verte. Donc du coup, je suis retournée à mon ancien travail, que j'ai repris, où je suis restée à nouveau pendant presque 3 ans, je pense. Puis on a décidé de déménager en Suisse. En fait, tu as connu l'orthopsie, cette spécialité, parce que toi-même, tu as consulté, tu nous l'as dit. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai l'impression en tout cas que c'était moins connu qu'aujourd'hui. Oui, je voulais te demander si tu pouvais nous expliquer ta spécialité, nous dire quels sont les moments où il faut consulter, éventuellement. Globalement. Donc la spécialité, c'est tout ce qui est les mouvements des yeux. Personnellement, je fais surtout du dépistage de strabisme chez les enfants. Et ensuite, il y a de la rééducation qu'on peut faire. Il y a plein de sous-catégories, donc je ne vais pas me lancer dans tout ce qui est technique, mais moi, en tout cas, je travaille surtout à faire les examens de vue et des l'ophtalmo, à faire les examens de vue chez les enfants, dépister justement les problèmes de vue et les strabismes. Et après, je fais aussi de la vision double chez les adultes. Donc, vision double après un AVC, du diabète, il y a plein d'autres raisons. Est-ce que ça peut se dépister justement à l'école, quand on voit qu'un enfant a des difficultés de lecture ? On doit tout de suite consulter ? En fait, le système, que ce soit en Suisse ou aux États-Unis, parce que j'ai jamais travaillé en France, donc je peux pas trop dire. C'était il y a longtemps, mais en tout cas en Suisse, oui, il y a des. En fait, quand tu emmènes ton enfant chez le pédiatre, il y a des examens de vue qui sont faits, donc ça détecte déjà pas mal de. Je pense la plupart, parce qu'ils vont toucher le pédiatre, donc ils ont soit des petits appareils. Ils font des espèces de photos des yeux et en fait ça donne des mesures déjà pour voir si t'es pas dans les normes pour l'âge. Ils nous envoient, donc on a beaucoup des enfants qu'on voit qui sont des enfants qui sont envoyés par les pédiatres. Et après ça continue parce que quand ils sont à l'école, ils ont encore des examens de vue avec les Schulharts. D'accord. Peut-être je prononce pas très bien. Non, c'est bon. Donc voilà les médecins dans les écoles qui aussi font lire les enfants. Du coup, on en a d'autres qui arrivent avec ça. Et puis après, sinon, on a des parents qui prennent simplement rendez-vous parce qu'ils ont l'impression que peut-être ils ne voient pas très bien. Peut-être
peut-être qu'il y a un œil qui part vers l'intérieur. Et tu proposes quoi dans ces cas-là? De la musculation, rééducation? Il y a des interventions chirurgicales? Ouais, alors ça dépend. Donc la première chose qu'on fait, c'est savoir est-ce que l'enfant a des lunettes. Ensuite, suivant si c'est un œil qui va vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est pas le même traitement. Combien de temps ça part, un œil qui n'est pas aligné, combien de temps, si c'est tout le temps, pas tout le temps. C'est pas les mêmes traitements. Mais en général, voilà, lunettes, parfois de la rééducation et sinon une opération. Mais en fait, le problème principal d'un œil qui part vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est que la vision ne se développe pas bien sur cet œil-là. Et donc, on fait beaucoup de la rééducation en portant les patchs sur l'œil sain pour forcer l'œil dévié à travailler plus et que la vision se développe sur cet œil-là. Donc ça, c'est le plus important parce que tu peux faire ça que jusqu'à l'âge à peu près 10 ans, 8, 10, 12 ans. Et après, la vision, elle est fixe, quoi. D'accord. Ah oui, donc un dépistage assez tôt est préconisé. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on traite beaucoup, ça. Et quel est le statut de l'orthopsie en Suisse, de ce que tu as remarqué? Tu m'as aussi dit qu'en arrivant, tu as pratiquement tout de suite trouvé un emploi. Est-ce que tu penses que c'est recherché? Oui, c'est vrai que c'est une profession qui est quand même relativement méconnue. Il n'y a que 2 écoles en Suisse, une à Lausanne qui est après petite et une école à Zurich. Avant, il y avait une école à Saint-Gall, mais il semblerait que... Je pense qu'elle n'existe plus. Et donc, l'école de Zurich, en fait, est à Winterthur. Et ils forment, je crois, 5 étudiants par an. 7 peut-être. Comme je suis nouvelle et que en fait, je ne connais aucune autre orthoptiste dans la partie alémanique, je ne suis pas exactement sûre encore, mais ouais, il semblerait qu'ils en forment pas beaucoup en Suisse. Donc la partie francophone, je pense, se débrouille plutôt bien parce qu'il y a pas mal de Français du coup qui peuvent venir. Alors ici, ils recrutent un peu en Allemagne, mais je sais pas combien il y a d'orthoptistes en Allemagne. Donc peut-être ils ont un pays qui est assez grand. Donc est-ce qu'eux aussi manque d'orthoptistes? Je ne sais pas. Donc voilà, oui, j'ai eu la chance du coup de trouver du travail assez vite. Il y avait pas mal d'offres, donc j'ai passé des entretiens. Et puis même si je parlais pas allemand, les gens m'ont quand même conviée pour des entretiens et m'ont quand même fait confiance et m'ont offert un job. Oui, super. Et quant à toi, Vincent, est-ce que tu peux nous parler de tes études de vétérinaire? Donc tu n'es pas le vétérinaire des vaccins? Non, je ne suis pas le vétérinaire des vaccins. Moi, j'ai fait mes études en Belgique, à Liège. Et pourquoi pas en France? Alors, pourquoi pas en France? Alors, c'était l'époque... moi, j'ai fait une prépa à La Canale. Alors, ceux qui écoutent et qui ont fait des prépas dans la région parisienne vont reconnaître le lycée La Canale. Et puis, en fait, c'était à l'époque où le concours veto, c'était juste sur 1 an. Parce que maintenant, c'est sur 2 ans, ça a changé. C'était juste sur 1 an. Je pense que maintenant, c'est même Parcoursup. Oui, ouais. J'ai assez de cheveux blancs comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les choses ont changé depuis, parce que c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'était la seule branche où on arrive, paf, 1 an, claque, un concours vraiment costaud. Donc je l'ai pas eu du premier coup. C'est comme médecine, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement. Ouais, c'est exactement. Mais là, en fait, c'est un système de prépa. C'est même pas comme la médecine où c'est une faculté de médecine. Là, c'était vraiment un système de classe préparatoire. Et je ne l'ai pas eu. Puis en fait, c'est mes parents qui ont... Enfin, la moitié de ma famille vit en Belgique, du côté paternel. Et en fait, mes parents sont orientés vers la Belgique et ils sont renseignés. Et en fait, ils m'ont poussé un petit peu à aller voir par là. Puis finalement, je suis allé en Belgique. C'est une bonne stratégie. Hein. C'était une bonne stratégie, oui, ça c'est très bien. Et je ne regrette pas du tout parce que la Belgique m'a ouvert les yeux et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné la bougeotte un petit peu. Mais dans le nord de la France, c'est assez commun de faire ses études en Belgique. D'accord. C'est pas... on avait beaucoup d'amis qui faisaient faire kiné ou des choses comme ça qui partaient en Belgique. C'est vrai que la frontière elle est à 20 minutes. Donc et puis même, il y a une partie de ma famille, Wavreil, il y a un village qui s'appelle Wavreil en Belgique, donc qui rappelle un peu les sources. Mais donc j'ai fait mes études en Belgique et puis très tôt j'étais intéressé par la chirurgie, j'ai voulu m'orienter là-dessus. Et j'ai fait ce qu'on appelle des internats. Donc en médecine humaine, des internats, c'est quand on a passé les concours de l'internat, donc on pouvait faire une spécialité. Et ici, en vétérinaire, c'est plus
des années supplémentaires pour se former et progressivement avoir une formation, enfin un niveau suffisant pour pouvoir justement avoir une résidence, donc pour se spécialiser. Donc j'ai fait quelques années d'internat, dont un en Angleterre, chez une personne qui passe sur Netflix maintenant. Il s'appelle Fitzpatrick and la practice, la clinique c'est Fitzpatrick Referrals. Et c'est une Tu es énorme... aussi passé sur Netflix? Je suis passé sur Netflix. Ce n'est plus sur Netflix, j'ai vérifié. Oh non. Ouf. Ouais, parce que ils ont mis mon interview pour le boulot sur Netflix. Ouais, mon Pas la première interviewée. Voilà. Et donc c'était assez intéressant, très bonne expérience. Et puis finalement, après de multiples applications, j'ai réussi à obtenir un poste aux États-Unis. Comme on disait tout à l'heure, le but, c'était de rester 3 ans, de me spécialiser et puis de retourner en Europe. Et puis en fait, le boulot me plaisait beaucoup, le système anglo-saxon américain me plaisait pas mal. Et puis j'ai eu l'idée de dire, allez, je vais continuer un peu plus. Et après mon année, donc je suis devenu un chirurgien spécialiste. Alors justement, c'est quoi ta spécialité? Alors là, si on peut rentrer dans le détail. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai donc la résidence en chirurgie, c'est une formation qui reste générale. Donc de façon générale, c'est faire du tissu mou, faire de la gastro-entéro, faire des chirurgies thoraciques, mais aussi de faire de la chirurgie orthopédique, donc faire des fractures, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai pas voulu m'arrêter là. Pendant ma résidence, j'ai découvert la chirurgie oncologique. Et en fait, il y avait un fellowship, donc une formation d'1 an spécifique, spécifiquement orientée sur la chirurgie oncologique, que j'ai fait à l'Université de Floride. Ça a été une année assez extraordinaire pour moi, parce que ça m'a complètement changé. Donc après ma résidence, donc on était en fait à Columbus, je ne sais pas si on l'avait dit, à Columbus dans l'Ohio, qui est une ville d'un peu plus d'1 million d'habitants, qui au niveau surface fait probablement 10 fois Zurich. À l'américaine, on va dire. Donc tout se fait en voiture. Et en fait, j'ai fait cette spécialité après en Floride. Donc on a déménagé en Floride. Alors Floride, tout le monde pense, ouais, la plage, les palmiers. Non, Gainesville, l'université où on est allé, c'est pas du tout ça. C'est au milieu. C'est 1 heure et demie de la plage. Donc c'est pas du côté entre soit le golfe, soit de l'autre côté de la côte, on est donc au milieu. C'est pas vraiment l'endroit le plus attrayant de la Floride. Moi, j'ai beaucoup aimé la Floride. Moi, du coup, je travaillais pas cette année-là, donc j'ai pu, j'allais courir. Il y a beaucoup de, on peut assez louer des canoës, aller sur l'eau et tout ça. Donc il y a beaucoup de sources d'eau qui c'est très très beau. Hein. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Vincent a beaucoup travaillé, donc il a moins le souvenir de la visite de la Floride. C'est intéressant, on a des sentiments différents en fonction de notre... tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, il fait très très chaud en Floride, vraiment très chaud. L'été, c'est dur. Hein. L'été, oui, pour des gens du Nord. Exactement, l'été, c'est très... Et puis l'humidité, en fait, c'est l'humidité qui est très très difficile à gérer. Ça a été un peu dur. Parce qu'en fait, à la fin de mon fellowship, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut aller ? En fait, on a eu la chance j'ai eu la chance d'avoir de multiples offres d'emploi à l'Université de Floride, à l'université où j'ai travaillé avant, où j'ai fait ma résidence, même à Zurich. À l'époque, déjà, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà contacté pour venir travailler à Zurich. En France aussi, en Angleterre. Donc en fait, on avait un peu... on avait ce luxe d'avoir des choix. Et finalement, on a décidé, parce qu'on se plaisait bien, on a décidé de revenir à Columbus, dans l'Ohio, parce que c'est une ville qui est très sympa, qu'on connaissait bien, on avait beaucoup d'amis. C'était aussi ce côté-là, on connaissait beaucoup de gens. Adélaïde avait beaucoup d'amis aussi, plus que moi, parce qu'elle est plus forte que moi pour ça. Et puis finalement, il y a aussi le fait que ma spécialité, je pouvais créer quelque chose là-bas pour la chirurgie oncologique. Donc la chirurgie oncologique, moi je fais de la chirurgie pour traiter le cancer chez le chien et chez le chat. D'accord. Et je faisais exclusivement ça. Et une fois arrivé là-bas, je suis devenu prof à l'université de Columbus. Et on a créé le 3e programme de chirurgie oncologique des États-Unis. Donc ça a été notre aventure. Ça a été super intéressant aussi. Et finalement, on est resté 5 ans. Je suis resté 5 ans à faire que ça. Pour moi, que de la cancéro, en partenariat évidemment avec des oncologues pour faire la chimiothérapie et des radio-oncologues, donc des gens qui font de la radiothérapie, parce que là où je travaillais, comme ici à Zurich, on avait la possibilité de faire tout ça pour nos animaux, chiens et chats.
J'allais te demander si tu avais suivi un rêve d'enfant, puisque vétérinaire, je crois que c'est une réponse Ouais. sur deux en classe Ouais, primaire. exactement. Mais c'est assez rigolo parce que c'est vrai que c'est ce que mes parents m'ont dit parce que j'ai pas vraiment le souvenir. Puis après, c'est resté ancré dans ma tête. Mais il semblerait, j'ai commencé à dire ça alors que j'avais l'âge de 5 ans, donc l'âge de notre fils. Et j'ai commencé, et c'est resté dans ma tête. J'ai jamais vraiment pensé. Il y a un seul moment, c'était pendant mes études de vétérinaire, à cause de la chirurgie. Je me suis posé la question de partir en médecine humaine, enfin chirurgie humaine, parce qu'il y avait moyen d'accéder à ça. C'était surtout pour le côté chirurgical et le fait qu'on puisse pousser les choses beaucoup plus, parce que j'étais frustré euh, par le fait que on a tendance à dire ah, c'est un chien, c'est un chat, donc on peut pas faire grand-chose. Mais justement, est-ce qu'on peut parler des différences de mentalité entre les pays sur ce concept-là? C'est un chien, il est malade, laissons-le, ou bien sauvons-le, c'est notre... Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu en Belgique, j'ai travaillé en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis et maintenant en Suisse. C'est vrai qu'il y a des mentalités qui sont très différentes. Euh, aux États-Unis, en Angleterre, donc beaucoup d'animaux sont assurés, ce qui déjà montre quelque chose, que les animaux, que les gens, les propriétaires sont prêts à beaucoup de choses. Aux États-Unis, c'est pareil, l'ambiance, la culture et les propriétaires sont prêts vraiment à, que ce soit même pas au niveau financier, mais même au niveau du temps, par exemple, qu'ils vont donner. Moi, j'avais des propriétaires qui conduisaient 10 heures pour venir me voir. Parce que j'étais le seul chirurgien oncologique de tout l'État de l'Ohio. Et les gens ont été prêts à conduire, à se déplacer, à prendre des jours de congé pour pouvoir faire soigner leur chien, leur chat. En Suisse, ce qui me marrant pour comparer ça, c'est que les gens, quand ils conduisent une demi-heure, ils considèrent que c'est déjà très loin. Donc c'est assez rigolo, l'effet des distances est assez remarquable pour ça. En France, en Allemagne, parce que j'ai des amis allemands, en Belgique, les gens je pense, commencent à voir les choses de façon plus directe et à traiter les chiens-chats un peu comme des fois on pourrait traiter un être humain. Et ça devient de plus en plus commun de pousser les traitements, de faire des choses plus compliquées et d'essayer de traiter. Les assurances se développent aussi. Les assurances se développent aussi, mais c'est quelque chose en Angleterre qui est très très développé. Je ne sais pas pourquoi, l'Angleterre, c'est le pays en Europe, enfin l'Europe, devrais-je dire, l'ex-Europe. Mais c'est vrai que même aux États-Unis, il y avait les éleveurs étaient assurés, mais pas l'ensemble des propriétaires. Là où j'ai travaillé, c'était un centre de référé. 95% des propriétaires étaient assurés. Donc on ne se posait pas la question sur le problème financier, parce que c'est vrai qu'en tant que vétérinaire, on a quand même ce problème-là, d'à chaque fois de se dire, bon, là je vais faire une chirurgie, ça va coûter 4000 francs suisses. Et c'est quand même beaucoup d'argent, il faut quand même être sûr de pouvoir les payer, et puis surtout que la plupart du temps, c'est des choses qui arrivent, on ne l'a pas mis dans le budget. Hein. Est-ce que c'est vraiment possible de sauver l'animal ? Moi, j'ai fait avec la spécialisation que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu apprendre, on a possibilité de faire des choses, je dirais, assez extraordinaires. Ça dépend du type de cancer qu'on traite. C'est comme en médecine humaine, il y a des cancers malheureusement qui sont extrêmement agressifs et que même en médecine humaine, on ne sait toujours pas les traiter comme il faudrait. C'est-à-dire, quand je dis traiter, c'est... le C-word, comme ils disent en anglais, la cure, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en cancéro parce qu'on a peur de l'utiliser, parce qu'on n'a pas envie de se tromper. Mais c'est vrai que on en traite beaucoup et c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'on en a peur, mais on y arrive, on peut faire des choses. Enfin, moi, je vois beaucoup de cas où on peut vraiment... Puis aussi, c'est ce qui est vraiment important, pour moi, c'est pas forcément de guérir, entre guillemets, si on veut traduire directement l'animal, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie, parce que malheureusement, comme chez l'être humain, le cancer, ça peut avoir un impact sur la qualité de vie des gens, ou la qualité de vie de mes chiens, de mes chats que je soigne, qui est dramatique. Donc c'est aussi ça dont moi je vois aussi, des fois c'est pas forcément pour guérir, c'est aussi pour aider et que le chien ou le chat puisse avoir une autre année où il n'est pas douloureux, où il puisse faire ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a des comportements de l'animal qui font penser à un cancer ? Alors il y a beaucoup de choses, tout ce qui est masse, tout ce qu'on voit sur les vieux chiens. Alors, nous on a un chien, elle a bientôt 17 ans.
C'est une vieille dame. Elle a vécu dans plus de pays que moi. Oui, c'est vrai, elle m'a suivi partout. Je l'ai eu quand j'étais étudiant vétérinaire. Et elle m'a suivi absolument partout. Donc elle a fait comme moi, elle a beaucoup vadrouillé. Mais les masses, les choses comme ça, c'est des choses qu'il faut faire vérifier par un vétérinaire parce que ça peut être un cancer. Mhm. Après, il y a des choses, on se dit souvent un chien, la plupart du temps, les chiens que moi je traite, ils ont 10-12 ans. Et il y a aussi cette façon de voir les choses qui est très très particulière. Et je pense qu'on a tendance à faire de l'anthropomorphisme très rapidement. Mais d'un autre côté, on se dit, ouais, mais c'est un chien, ouais, mais c'est un chat. Il a 10 ans. 10 ans, c'est vieux. Bah ouais, mais moi, ma réponse souvent, c'est, bah ouais, mais bon, l'âge, c'est pas une maladie. Mhm. Donc moi, je peux pas traiter ça. Je peux pas vraiment changer ça. Enfin, moi, aux États-Unis, hein, j'ai beaucoup discuté avec les propriétaires. Et on en vient à des discussions qui sont presque philosophiques avec les propriétaires sur je dois traiter ou pas. Mhm. L'âge, pour moi, quand je dis aux gens, bah, ça m'est égal. Si on peut le traiter, on peut le traiter. Moi, j'ai traité un chien qui avait 18 ans, un labrador de 18 ans. J'ai fait une chirurgie compliquée sur ce chien. La propriétaire, 2 ans plus tard, m'a envoyé une vidéo du chien qui fêtait son 20e anniversaire. 20 ans. En plus, chez les Labradors, je Ah crois oui, que labrador, ça- 20 ans, c'est Ouais, exceptionnel. c'est beaucoup. Donc, bon, évidemment, la propriétaire était très contente. Ah oui, j'imagine. Je voulais demander, en fait, ta spécialité fait que tu fais que des consultations ou bien, voilà, tu es dans la recherche, tu as dit que tu étais dans l'enseignement. Et comment, entre l'humain et l'animal, puisque tu as dit que tu avais des passerelles pour faire éventuellement de la chirurgie humaine, comment se font ces passerelles? Est-ce que dans ton quotidien, tu vois justement des effets de tes recherches, de tes études qui peuvent servir à la médecine humaine? Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a poussé à aller dans ce domaine-là, parce que l'oncologie est quelque chose qui se développe énormément. Et oui, le chien est un modèle pour l'être humain, du fait que bah, ça fait un moment qu'on étudie le cancer de façon générale, et qu'au départ, bah, on a forcément utilisé des modèles expérimentaux, et souvent la souris, le rat font partie de ça, mais qu'il y a toujours une grosse, grosse différence entre ce qui se passe chez la souris et ce qui se passe chez l'être humain. Et de façon plus récente, on a découvert que le chien pouvait être un modèle très intéressant parce que le cancer se développe de façon naturelle chez ces animaux-là, comme chez l'être humain. Et donc en fait, on peut utiliser cet aspect-là pour aussi étudier, et aussi le fait que par exemple, je faisais partie d'un groupe aux États-Unis sur le sarcome, qui est un cancer qui est relativement rare chez l'être humain, beaucoup plus fréquent chez le chien. Ce qui en fait permet d'étudier la tumeur, la biologie de la tumeur en faisant des études beaucoup plus courtes, avec un plus grand nombre de cas. Donc ça coûte moins cher, ça va plus vite, c'est plus facile. Et donc ça permet d'étudier un cancer de façon plus spécifique, sans attendre 5-10 ans de collecter des informations chez l'être humain. Et puis aussi, bah, c'est d'essayer d'avancer plus vite, et puis ça coûte moins cher. Donc c'est aussi ça qui est très très intéressant et très stimulant de mon côté, parce que j'essaye, aux États-Unis, j'essaie de développer des approches chirurgicales différentes, et aussi des traitements différents. Ma collègue aussi avec laquelle je travaille beaucoup, essayait de faire d'utiliser de nouvelles technologies pour essayer de détecter les tumeurs cancéreuses pendant la chirurgie. Chose qui évidemment est très délicat à faire. Mais il y a des choses qui peuvent être faites, parce que nous, on va opérer des sarcomes plusieurs fois par semaine, par exemple, même ici, alors que l'hôpital du Maine où avec qui je m'associais, bon, c'était pas un petit, hein, on appelait ça le James Cancer Center à Ohio State. C'était le 10e dans le top 10 des centres de cancer aux États-Unis. Donc bon, tout de suite, c'était une ville en lui-même. Mais j'ai eu la chance de travailler avec les gens là-bas, et même là-bas, enfin, je veux dire, la fréquence que nous on avait au niveau des sarcomes, par exemple, on avait toujours une fréquence plus importante, enfin, plus de cas qu'eux, alors qu'ils avaient un hôpital gigantesque à gérer. Et je pense que cette différence peut aider, et j'espère, parce que c'est le but aussi, c'est que ça fasse avancer l'autre côté. Et vice-versa, c'est marrant parce que j'ai des études où moi j'utilise des technologies qui sont utilisées en humaine, et puis il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses que nous on développe, les molécules, développer de nouvelles molécules pour développer des traitements de chimiothérapie. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées maintenant chez le chien, d'abord pour voir les effets et comment ça fonctionne. Pas forcément les effets secondaires, parce que c'est pas ça, parce que souvent ça s'est testé bien avant, mais
les effets directement sur la tumeur. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, il y a un potentiel qui est très très important, il faut d'avoir le développé et créer une relation, ce que j'essaie actuellement de faire. Avec et en Suisse, justement, est-ce que tu arrives à développer ce potentiel? Puis tu travailles où en fait? Donc moi je travaille à l'hôpital, donc je suis le Tierspital, donc je suis l'hôpital de l'université de Zurich. Je fais partie du groupe des chirurgiens là-bas, on est plusieurs chirurgiens. Et donc j'essaye actuellement, j'ai contacté déjà des gens. Après, pour essayer justement de créer cette relation avec l'hôpital, à chaque fois je dis du Maine, parce que c'est comme ça que moi j'exprime les choses, pour essayer justement de développer ce côté-là, parce que j'ai commencé à travailler par exemple sur des nouvelles technologies qui permettent de traiter des métastases cancéreuses qui sont en Europe pratiquement pas utilisées, que j'avais commencé à utiliser aux États-Unis. Donc il y a plein de choses. Il y a la technologie. On dit que les ordinateurs, la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois, ou peut-être maintenant c'est 12 mois. Il ne faut pas négliger ça. La technologie va nous permettre probablement d'avancer et pouvoir traiter. Et je pense que de combiner toutes ces choses peut vraiment aider. Et puis bon, souvent, plusieurs cerveaux, c'est plus efficace qu'un seul. Donc, à l'université de Zurich, il y a aussi beaucoup de matériel et tout ça, beaucoup de machines. Oui, aussi. Le côté financier des choses, c'est vrai que nous, en médecine vétérinaire, on a une limite financière que parfois en humaine. Ils ont toujours des limites financières, malheureusement, mais c'est vrai que parfois ils ont du matériel qu'on n'a pas, et donc on peut travailler ensemble pour essayer de faire des choses et peut-être organiser les choses différemment et pouvoir avancer dans certains domaines, tout à fait. C'est vraiment intéressant. On pourrait en parler des heures, je pense, surtout. Ouais, exactement. Moi, je peux parler beaucoup de mon travail. Je suis passionné par ce que je fais et je peux vraiment parler beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Non, mais je veux revenir un petit peu sur votre histoire d'expatriation. Moi, ma grande question aussi, c'est est-ce qu'une fois aux États-Unis, vous avez cherché à rencontrer des Français? Est-ce que vous avez vu une communauté francophone organisée? Oui. Alors au début, pas forcément trop. On avait pas mal d'amis étrangers parce que on se donne des conseils sur comment la banque fonctionne, comment le système médical fonctionne, parce que c'est très différent de la France. Donc beaucoup de conseils avec d'autres étrangers. Vraiment commencer à rencontrer plus de Français, ça s'est fait un peu plus tard. Mais il y avait il y avait des groupes effectivement pour les Français de Columbus. Est-ce que ça s'est fait quand tu as eu des enfants par exemple? Là tu as senti plus le besoin? On en avait déjà rencontré avant, on avait déjà un groupe avant, et ensuite avec les enfants j'en ai rencontré via la crèche, parce que en fait une fois que les enfants rentrent dans un système quand même de crèche, on rencontre un peu plus d'autres parents, je trouve. Tu avais choisi une crèche francophone? Non, c'était la crèche de l'université qui est une crèche en anglais, parce que nous, on est 2 parents français, donc c'est vrai qu'ils apprennent le français avec nous. Et je pense de toute façon qu'il n'y avait pas de crèche en français. D'accord. Il y avait une école, il y avait 2 écoles en français, une école privée qui a fini par fermer. Et il y avait une école publique en français, mais qui commençait du coup qu'à 4 ans, quand l'école commence aux US. Et donc, oui, après, c'est sûr que entre français, la langue fait que c'est plus facile pour discuter, pour faire des blagues. Donc, on a tendance, je pense, plus vite à se trouver à chaque fois, chacun connaître le parcours des autres. Donc ouais, on avait quand même des amis français. Ouais. Et donc comment vous avez décidé de revenir en Europe? Qui de vous deux a pris la décision Je pense que c'était un peu plus moi, parce que du coup on avait nos enfants qui ont maintenant 5 et 3 et demi, et on voyait les cousins qui passaient du temps ensemble avec les grands-parents, et nous on n'avait pas ça. Et on voyait nos enfants qui commençaient à grandir, et on s'est dit mince, ce serait quand même dommage qu'ils n'aient pas cette relation avec leurs cousins. Donc, quand on a vu qu'il y avait une position à Zurich, on s'est dit, j'en ai parlé à Vincent, je lui ai dit pourquoi pas te renseigner, voir ce que c'est. Et toi, tu étais aussi partant? Au niveau du travail que je faisais, j'avais eu la chance d'avoir créé quelque chose, d'avoir été directeur de ce programme-là, c'était très très intéressant. La vie là-bas, elle était bien. Top. Mais... on n'avait pas à se plaindre, on avait acheté une maison, on avait notre petit chez nous, on avait nos petits trucs, le quartier dans lequel on vivait, c'était super. Mais je pense qu'à un moment, c'est toujours
au final, pourquoi les gens ils finissent par rentrer, c'est toujours pour la famille, pour être plus près, en Je pense fait. que c'est la famille, les amis, la famille. Et puis, on ne rajeunit pas. Les enfants grandissent. Et puis, il y a quelque chose qui... le Covid, pour nous, ça a été pas du tout ça nous a pas du tout, c'est pas entré dans la prise de décision parce qu'en fait, j'ai signé avant que la crise du Covid arrive aux États-Unis. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose qu'on avait mûri. Ça a mis entre le moment où on l'a contacté la première fois, la personne avec qui maintenant je travaille. Ici, ça a mis 1 an quasiment avant qu'on se décide vraiment à avancer. Donc c'est un processus qui a mis du temps. On a eu des hauts débats, comme on dit en anglais. Vous êtes beaucoup renseigné cette fois-là ? On s'est beaucoup renseigné sur est-ce que c'est la bonne décision parce que justement par rapport à mon travail, le fait que ce soit un peu surspécialisé, je voulais être sûr que il faut une grosse structure pour Vincent, qu'il fallait quelque chose de gros où je puisse faire ce travail-là parce que aux États-Unis c'était vraiment l'hôpital où je travaillais, il est plus gros que certains hôpitaux du Maine qu'on a en France ou en Suisse, mais c'était juste pour des chiens des chats quoi. Et est-ce que c'était compliqué de trouver des informations sur les démarches à faire pour arriver ici ? C'est plutôt Vincent qui s'est occupé de ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Souvent, les Français disent ça. Peut-être qu'en anglais ou... Oui et non, parce que... en fait, aux États-Unis, j'avais quand même... aux États-Unis, j'avais fait toutes ces démarches-là, déjà. D'essayer d'apprendre le nouveau système. Le système, par exemple, aux États-Unis, avec leur système de credit score, pour les banques, il faut utiliser une carte de crédit. Même si on n'en a pas besoin, il faut quand même utiliser, parce que ça permet de marquer des points. Et ce qui permet éventuellement de faire un prêt pour acheter une maison. Et donc, c'est quelque chose qu'on a découvert très très vite. On s'est renseigné très vite pour ça. Et en Suisse, on pose la question directement. Et puis, je connaissais des gens qui habitaient la Suisse. Ma sœur a travaillé à Lausanne pendant plusieurs années. Et elle a déménagé à côté de Bâle, Ranacht, il y a 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans qu'elle travaille pour Novartis. Elle nous a pas mal aidé dans nos démarches du coup, et après j'ai quand même, je me suis inscrite sur les Français à Zurich, les mamans de Zurich pour poser déjà des questions, forcément les questions que tout le monde se pose, le budget qu'il faut avoir pour élever une famille de 4 dans Zurich, où il faut ce aller, genre de choses, le quartier, tous les petits détails de la vie auxquels à un moment donné on se pose la question, est-ce que c'est aux États-Unis on avait 2 voitures, on utilisait la voiture tous les jours pour aller au travail. Ici, on l'utilise une fois le week-end et de temps en temps, on m'aime pas. Et c'est vraiment c'est pas des vies pareilles. Et on se pose des questions sur que ce soit le budget, comme vient de le dire Adélaïde, sur est-ce que je vais pouvoir assurer, parce qu'au départ, il n'y avait que moi qui avais un travail probablement. Donc, est-ce qu'on va pouvoir, moi tout seul, gérer dans un pays qui est la Suisse, surtout à Zurich, qui est une des villes les plus chères du monde. Est-ce que ça va aller ? Est-ce que je vais pouvoir gérer ça ? Et puis comment ça va se passer, où est-ce qu'il faut se mettre, les quartiers, on ne connaît pas la ville. Moi j'étais allé pour mon interview, mais j'étais resté une semaine. Pas facile de... Non, les mamans de Zurich nous ont beaucoup aidés. Elles ont été très très sympas. Des États-Unis, en fait, j'en ai appelé plusieurs qui ont accepté qu'on s'appelle, me donner beaucoup de détails sur la vie, comment c'était, si elles étaient contentes. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Beaucoup de soutien en fait, plus que quand on était allé justement aux États-Unis. En fait, à l'époque, je savais pas qu'il y avait des groupes Facebook. Mais c'est aussi le fait que je pense que les réseaux sociaux se sont beaucoup développés à ce niveau-là. Ouais. Et puis aussi le fait qu'on a signé, moi j'ai signé mon contrat, je pense en février, et on a déménagé en fin août. On a pris l'avion le 31 août. Et en fait, toute cette période-là nous a permis, on avait quand même une maison à vendre, on avait quand même tout à faire, mais ça nous a donné du temps pour essayer de, vu qu'on avait déjà bougé une fois, s'organiser aussi pour les écoles, savoir comment on inscrit les enfants à l'école, comment ça se passe, parce que Owen devait aller à l'école. Et je pense que cette période-là nous a permis de nous préparer à mieux nous adapter, parce qu'une fois qu'on est arrivé ici, on n'a pas eu beaucoup de surprises. C'est plus facile de revenir en fait en Europe et de se réadapter à la vie européenne, de se remettre à marcher pour aller partout, à la nourriture que moi du coup c'est plus quelque chose qui ressemble à la nourriture qu'on avait en France.
Donc j'ai trouvé que le choc culturel était beaucoup plus facile de revenir en Europe que de partir aux Et pourquoi pas en France? C'était impensable, hormis ton travail, on a compris. Ouais, que... voilà, alors en France, ouais, c'est il faut des grosses structures. Des grosses, oui, et c'est marrant parce que depuis 2-3 ans, ça explose vraiment aussi en France, le développement des gros hôpitaux vétérinaires et des grosses structures vétérinaires. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a des spécialisés, des spécialistes partout. Je pense qu'il n'y avait juste pas d'offres en France quand on a regardé. Non, il n'y a pas d'offres. Et puis en fait, moi, je suis intéressé ici. Vous n'étiez pas contre? Je suis pas contre, non, je suis aussi parce que moi, je suis en académique. Là, je fais de la recherche, je fais de l'enseignement. Et en France, je pense que j'aurais dû m'orienter vers une clinique, un hôpital privé. Donc, c'était vraiment faire que de la clinique. Il n'y avait plus ce côté enseignement et recherche. C'était pas du tout, c'est pas le même travail. En France, les postes de professeurs sont pas les mêmes. En vrai, on était ouvert un peu tout dans Europe. Mais après, la Suisse, la Suisse, voilà, il y a le côté les montagnes, les lacs. Ça a quand même bonne réputation, la Suisse. Hein. Ouais, voilà, on va pas se cacher. Tout le monde dit que la qualité de vie est très bien. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas déçus. Hein. Ah oui, voilà. Alors justement, vous êtes dans la lune de miel, hein, je dis pas trop. Donc ça vous plaît? Qu'est-ce qui te plaît à part la qualité de vie? Nous déjà les paysages, de pouvoir d'être à la fois dans une ville mais assez près de la campagne et des montagnes, ça je trouve très sympa. Après il a fallu effectivement se réhabituer à aller à marcher plutôt que de prendre la voiture tout le temps. Et ça c'était quelque chose. Il a fallu, en fait il faisait très froid à Columbus l'hiver et pourtant on mettait pas forcément un manteau tout le temps parce qu'en fait on marchait jusqu'à la voiture, puis après on rentrait dans un immeuble. On restait très peu dehors parce qu'il faisait moins 15. Mais alors qu'ici, en fait, faut quand même que je fasse des trajets qui sont beaucoup plus longs pour aller construire les enfants à l'école ou des choses comme ça à pied. Donc il a fallu se rééquiper, acheter des bons gants, un bon manteau, un bon chapeau. C'est bête à dire, mais en fait, on le faisait plus. On le faisait plus et donc ça c'est un peu se rééquiper, refaire un vélo parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du vélo, donc ça c'était aussi alors j'ai été 3 fois dans le centre-ville de Zurich en vélo et j'ai dit à Vincent plus jamais s'il y a trop de ça monte et ça descend trop. Oui, c'est des collines. Hein. Je suis passée au vélo électrique depuis. Mais c'est très sympa, cela dit, j'adore. Maintenant, je vais au travail à vélo tous les jours. C'est super. Ici, hein. C'est super. Et c'est vrai que voilà, il a fallu se réhabituer à des choses comme ça. Effectivement, la langue, ça c'est quand même un petit peu dur. Essayer de trouver les sites internet pour essayer de comprendre comment inscrire les enfants à la garderie. Ça, c'était... en fait, je pense que quelque part, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens qui parlent français que ça. Oui, moi aussi, on m'avait dit, mais tout le monde parle français en Suisse. Ouais, et en fait, non, j'étais surprise de voir que c'est 70% de la population qui est germanophone. Et en fait, ils préfèrent parler anglais que parler français, pardon. Et du coup, j'étais quand même, je pense que s'installer à Zurich sans parler anglais aurait été beaucoup plus compliqué. Donc l'avantage, c'est que tout ce qui était à faire, vraiment, où il fallait que ça se fasse, trouver une crèche, tout ça, j'avais l'anglais, donc je pouvais quand même passer des coups de fil, les gens, ils allaient me comprendre. J'ai pu faire tout ça assez facilement. Par rapport à si j'avais juste parlé français, ça aurait été dur, je pense. Ils comprennent, mais ils veulent pas trop, je pense qu'ils aiment pas trop le parler, ils se sentent pas très à l'aise. Avant, ça se passait mieux, et après, oui, il y a eu des différences aussi avec l'école, l'apprentissage. Apparemment, avant, tout le monde parlait français. Ah oui. Il y avait beaucoup de relations aussi avec l'Alsace. D'accord. Il y a même eu une fois où ils ont mis un plat chaud en Alsace et ils devaient le faire arriver par bateau et par toutes les voies possibles. Il devait arriver chaud à Zurich. Et c'était le cas, ils y étaient arrivés. Ça voulait dire que voilà, ils étaient très proches, les régions. C'était il y a quelques dizaines d'années, hein. Mais ouais, cette histoire est drôle. Ouais, c'est marrant. Et du coup, voilà, donc nous, pour l'instant, on est plutôt contents de la vie. C'est vrai que l'intégration... pour les enfants ça a été... Alors, Owen, ça a été un peu plus compliqué. L'allemand a été un peu rude le début. Il disait les autres ne sont pas gentils, ils me parlent en allemand, je comprends pas. Donc ça, c'était un peu dur. Mais ça y est, je crois qu'il a enfin sorti la tête de l'eau. Il commence maintenant à nous dire c'est snut.
Donc, Android. oh my god. Ah oui. C'est plus oh my gosh, c'est oh my god. Donc c'est marrant. Non, mais surtout, ça a été, on a peut-être sous-estimé. Ça, c'est un truc. Je pense qu'on a sous-estimé, ouais. Enfin, moi, personnellement, je pense que j'ai sous-estimé l'impact de l'apprentissage de la langue pour lui et aussi le. Je me disais, il est petit, ça va être facile. Il est petit et en fait, 5 ans, c'est déjà en fait presque. Pas un peu vieux, mais. Ouais, mais dans 6 mois, ce sera fait. Oui, ça sera oublié, voilà. Mais les 3 premiers mois pour lui ont été un peu rudes parce qu'il ne comprenait pas. La mentalité change. Pleurer le matin. Les attitudes des enfants, même physiques et tout. Tout à fait. Et ça, on voit la différence. Là, le matin, pendant 3 mois, on le déposait à l'école, il pleurait. Et donc ça, c'est un peu dur quand même. Là, maintenant, non, il est content. Et ma fille, elle, pour l'instant, elle a commencé la crèche en janvier. Pour l'instant, elle dit rien. Facile. Ça n'a pas trop l'air de la perturber. Elle essaie de parler en anglais au professeur, mais sinon, ça a l'air d'aller. Et elle compte en allemand, effectivement. Enfin, en suisse allemand. Et ça a l'air d'aller. À 3 ans, déjà, c'était beaucoup plus facile, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est le début de l'école pour tout le monde. Donc, à 3-4 ans, avec le reste. Ouais, alors elle n'est pas à l'école, elle est à la crèche, mais... Voilà. Je pense que là j'ai quand même un effet. C'est aussi ce qui nous a poussé un petit peu aussi à rentrer en Europe. C'est la différence d'éducation, la différence de comment fonctionnent les choses. Pas que ce soit pas bien ou pas, enfin, ça ne correspondait pas. C'est marrant parce qu'en Suisse c'est un peu l'opposé. Ils ont tendance vraiment à pousser les enfants aux États-Unis. Vraiment c'est toujours à l'américaine, comme on dit quand on en parle un petit peu. Ils investissent dans l'éducation. Voilà, ils poussent. Les mères accompagnent beaucoup leurs enfants, en règle générale. Des fois, c'est un peu laisser-les avoir une enfance, quoi. S'ils ont envie de jouer avec leur camion en plastique, là, ils sont contents. Et aux États-Unis, ils sont moins réceptifs avec ça. Il y avait un peu de ça, mais il y avait aussi le fait qu'on s'était dit, justement, si jamais on doit retourner en Europe, est-ce que la transition ne va pas être plus difficile si pour une raison ou une autre, on avait des amis qui avaient changé de pays comme ça avec des adolescents. Et l'adolescence, c'est une phase difficile, délicate parfois. De base, oui. Et d'avoir des vrais amis et puis te dire, on change de pays et puis il y a 8 heures de différence ou 6 heures de différence, je pense que ça peut être assez traumatisant pour des gamins. Et en fait, on s'était inquiété de ça. Oui, tu le fais, ça se passe très bien. C'est faisable. Mais c'est juste potentiellement plus délicat et plus difficile. Donc, on s'était posé la question aussi de ça, de savoir s'il ne fallait pas le faire parce qu'on avait une opportunité maintenant, plutôt que d'attendre. De toute façon, il n'y a jamais de bonne réponse. Ouais, c'est toujours... Il n'y a plus d'idéal, en fait. Quand on change, toutes nos idées qu'on s'était formées petits, enfants, nos projections changent. On doit s'adapter. C'est un peu le gut feeling, comme ils disent aux États-Unis. On l'a senti un peu comme ça et on s'est dit que c'était peut-être plus approprié pour eux de le faire maintenant que plus tard. Parce qu'on savait qu'il y aurait la 3e langue. Et que ça serait peut-être... Enfin, 3e et 4e. Oui, du coup. On a sous-estimé aussi ce côté Swiss-German, comme ils disent. La différence entre l'allemand et le suisse. S'il y avait eu le podcast à l'époque. Éventuellement. Et en fait, comment votre relation de couple évolue à chaque changement de décor ? Est-ce que vous sentez une influence aussi des mentalités alentours sur votre propre relation, du cadre de vie aussi ? Je pense que là, on a quand même... Aux États-Unis, les horaires de travail sont assez intenses quand même, et peu de vacances. Donc c'est vrai que le temps personnel était assez limité, on va dire. Tandis que là, moi, j'ai eu la chance de passer sur un mi-temps, donc j'en suis très contente en fait. Je sais que ça, il y a beaucoup de mamans qui justement aiment bien travailler à 100% et... Ici, c'est quasi impossible. Ouais, alors qu'il y a beaucoup de temps partiel, alors que moi, en fait, au contraire, j'étais très contente de pouvoir passer au temps partiel, parce que je trouvais qu'avec des enfants en bas âge, c'était sans aide, c'était un peu la course, en travaillant à temps plein. Donc pour ça, encore une fois, cette possibilité que j'ai eue ici, que j'avais pas là-bas, j'en suis ravie. Plus de vacances, donc je suis ravie aussi. Donc ça aide votre couple ? On a plus le temps, je pense, de passer du temps ensemble et de passer du temps avec les enfants. C'est vrai que le rythme de travail est complètement différent. Moi, en tant que résident, j'avais 10 jours par an de vacances. En tant que prof, par après, normalement, j'avais 20 jours, 22 jours par an. Le problème, c'est dedans, il y a les 25 en Suisse, c'est ça ? Oui, mais le problème, c'est que j'en prenais 10.
Ah oui. Parce que j'avais trop de choses à faire, il y avait les cours à donner, il y avait tel truc à faire. Il y a les congés maladie aussi dedans, Mhm. dans les jours vacances. Mhm. Donc en fait, avec des enfants en bas âge, les enfants qui sont malades à cause de la crèche, je pense qu'il y avait facilement 2 semaines qui partaient Et on tient comme garder ça, les en enfants. fait, travailler des années sans congé. En fait, ça devient un truc moi, j'avoue, pour moi, c'est bizarre d'avoir des vacances. Mhm. Parce qu'en fait... Moi, je suis ravie. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, ça fait drôle parce qu'en fait, aux États-Unis, on vit pour travailler. Et en Europe, on travaille pour vivre. Ce qui est un concept un petit peu différent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est aussi dur physiquement. Enfin, moi, Ouais, c'est ça. les grosses semaines, et puis on enchaîne. Et quand je voyais ma famille envoyer avec WhatsApp, avec les réseaux sociaux, des photos des vacances, je me dis, mais c'est quand même pas mal ce truc. Et T'avais oublié. bah, Et on ben là, oublie. tu vas Non, on pouvoir oublie, et c'est- profiter pour découvrir la Suisse. Hein, vous allez... Exactement. Ouais. exactement. Mais c'est vrai que là, d'avoir eu, par exemple, 2 semaines à Noël, toi, t'as peut-être pas eu 2 semaines. Ouais, Moi, j'ai j'ai pas eu eu 2 2 semaines. Mais on s'était pas arrêté à Noël depuis. En fait, on n'a pas fêté Noël avec la famille depuis qu'on est parti. Donc, ça fait D'accord. 10 ans. Et en fait, cette année devait être l'année, Ah puis oui, il y a eu le du Covid. coup, ouais. Donc, on n'a Et toujours tu pas passé skis, à toi, faire. hein T'es un bon Voilà. skieur. Donc, ouais, ça, c'est un truc qui me. Ouais, la Suisse, pour ça m'a attiré énormément. Les montagnes, on a commencé à repérer les lieux avec les enfants. Aller se faire une journée de ski le week-end avec les enfants. C'est formidable. C'est vrai qu'on c'est on a génial. l'impression en une journée de pouvoir s'évader. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai fait beaucoup de ski. J'adore le ski. Et puis, je suis très, très content de voir que Marlo et Owen adorent aussi. Quand je demande à Owen pourquoi il fait pas de virage, il fait bah, le ski, c'est pour aller vite, papa. Donc, j'adore ce genre de réponse. Mais je fais aussi beaucoup de course à pied. Et Zurich, ce qui est assez extraordinaire, je trouve, avec Zurich, c'est que peu importe le quartier où on est, il y a un endroit où on peut aller courir. On peut aller se balader. Il y a des chemins, il y a des petites rivières, des petits ruisseaux. On est à côté de Zurichberg, donc on peut, Adélaïde aussi va courir aussi, mais je pars faire mes randos, courir 2 heures, et puis je fais pas mal de trucs autour. C'est super sympa, ça dépayse beaucoup. Et puis c'est un truc, ils sont très 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 ouverts sur la nature. Tout est, quand on les voit, faut qu'on s'adapte encore un peu plus pour faire Nous, la fondue. on a été ou un impressionnés rando. par la fondue, le Ah pique-nique fondu au fromage. Lourd On après était, pour continuer la course. nous on avait nos petits sandwichs là et on s'est dit ah là eux ils font une fondue. Et oui, ça se prépare. T'achètes tout prêt. Il faut qu'on travaille là-dessus. Ouais, c'était assez marrant. Vous ferez des amis qui vous inviteront. Je crois qu'il faut initier Adélaïde et Vincent. Ouais, on va s'y mettre. Du fromage, ça peut être que bon. Donc. Et vous deux qui aimez le sport, justement, est-ce que vous réfléchissez en équipe? Est-ce que ces valeurs sportives un petit peu aussi vous motivent, vous poussent, vous coachent? Oui, bah quand c'est vrai qu'on a fait un ultra ensemble en couple. C'était enfin Vincent on avait déjà fait avant donc lui c'était pas nouveau mais moi j'en ai fait qu'un seul, c'était le seul d'ailleurs que j'ai fait. C'est un marathon? Non, c'était un 50 km. D'accord. L'ultra c'est au-dessus du marathon. D'accord. Donc il y a différentes distances. Bon alors 50 c'est le plus petit du coup après le marathon 42 à 50. Mais on avait fait ça ensemble et c'était vraiment une bonne expérience pouvoir se pousser et en plus se pousser à deux, j'avais trouvé que c'était très bien. Après, on a eu les enfants, donc c'est plus difficile de faire du sport et de s'entraîner en ayant des enfants. Trouver le temps, c'est plus compliqué, mais bon, on essaie de s'organiser pour. On essaie à nouveau. On avait, au mois de mai, Adélaïde avait signé pour c'est une partie de la boucle autour du lac d'Annecy. Ah, magnifique. Donc, il y a ça s'appelle la Maxi Race d'Annecy. Donc moi j'avais signé pour un 80 km et Adé avait signé pour un 16 avec mon frère. Et donc on s'était annulé à cause du Covid. Mais... Donc vous avez tous gagné. C'est ça. C'est exactement ça. Non mais c'est bon, c'est stimulant. Ici il y a la possibilité de s'entraîner, d'être dans la nature et puis... Mais l'Europe c'est magnifique, c'est vrai qu'on peut très vite, on fait pas beaucoup de routes et on est dépaysé, on peut aller en Italie, on peut aller en France, tout paraît si proche comparé à la vie d'avant. Et je pense qu'effectivement, entre déménager des États-Unis, arriver en Suisse et de retrouver ce côté à l'européenne de vie, c'est beaucoup plus...
Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que... Mais ouais, non, je sais pas. Cette sorte de diversité qu'on a, puis de changement. Parce qu'aux États-Unis, mine de rien, quand on était à Columbus, pour se sentir dépaysé, il fallait conduire 4-5 heures. Au moins, oui. Au moins, non, mais Prendre l'avion. Ou prendre l'avion. À l'époque, il y a 9 ans, quand on est arrivé aux États-Unis, il y avait des choses qu'on avait arrêté de manger. On mangeait plus de pain, on mangeait presque plus de fromage, parce que le pain n'était pas forcément très bon, le fromage était... on en trouvait, mais c'était très cher. Donc il y avait des choses qu'on avait arrêté en fait, de manger. C'est des produits européens, on dirait. Oui. Oui, tout à fait. Et... La tête de moine, je me souviens une fois, je suis allé à un $40 la tête de moine. $40 la tête de en moine. France, c'est 10 €. 4 fois le prix. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on mangeait, mais de façon très, très occasionnelle. Et on avait finalement... Du foie gras, je sais pas si Ouais. vous mangez de la viande. Hein, Oui, mais... oui. Alors, Du coup, le toi, foie vétérinaire, j'ai peut-être On avait de la chance, ses frères et sœurs nous en envoyaient pour Noël. Ouais, le problème du fromage, c'est que c'est difficile à envoyer. Le foie gras, c'est une boîte de conserve, oui, on peut l'envoyer. Donc, en fait, on se faisait envoyer des... Oui, le fromage, en plus, c'est interdit. Voilà, il y a des Mais douanes. c'est vrai Oh que là le là. foie gras, on se faisait de temps en temps... Mais du coup, par exemple, par rapport à la nourriture, au contraire, nous, on est ravis, quoi. On va dans les supermarchés, maintenant, il y a des croissants, il y a du fromage, il y a plein de choix de fromage, il y a plein de choix de... C'est presque la France, quoi. Bah, oui, c'est ça, Ouais, mais voilà, nous, pour c'est nous, ça. c'est beaucoup plus Moi, proche, forcément. j'ai mangé de la... Il n'y avait pas de... La salade, c'est quoi la... De la mâche. Ah Aux oui. États-Unis, on ne trouvait pas de mâche. Enfin, pas à Columbus, en tout cas. Et du coup, j'ai mangé de la mâche de septembre jusque-là. Ça fait 6 mois que à chaque fois que je peux prendre la salade, j'achète de la mâche. Ah, non. Mais... je mange aussi beaucoup de chocolat. C'est ça. Je suis ravie avec le chocolat aussi. C'est vrai que, vous savez, des fois, ça arrive que les patients ramènent un petit cadeau à l'ophtalmologiste. Et donc, aux États-Unis, de temps en temps, ils ramenaient des donuts, des cookies, souvent achetés en supermarché. Et là, ils nous ramènent du Lindt, quoi, du chocolat. Donc, moi, je suis ravie. J'aime beaucoup le chocolat. Donc, La question, c'est on en reparle dans 10 ans pour voir ce que ça donne et comment tu vois les choses. Voilà, exactement. peut-être. Et c'est vrai que, voilà, pour l'instant, Je vous nous souhaite sommes que la ravis. continuité soit aussi jolie. Si vous avez des conseils encore à partager pour que ça se passe bien, voilà, en couple, en famille, vraiment, ce que je retiens aussi de vos parcours, c'est que l'un et l'autre, bon, un peu de chance, mais vous avez vraiment fait des démarches, vous avez été proactifs, toi et aussi Adélaïde, pour trouver un job. Ça s'est présenté tout de suite. Donc, ça aide vraiment à l'intégration. Ouais, on a... Tu avais 3 interviews que tu avais préparées déjà avant même d'arriver ici, quoi. Ouais. J'avais déjà des entretiens avant de venir, que j'avais organisés à l'avance. Effectivement... Donc ça, c'était déjà, je suis arrivée en me disant, c'est peut-être possible, quoi. Les gens, ils veulent me voir, donc déjà, c'est pas un non fermé, même si je parle pas. Et en fait, en vrai, il y avait 2 choix. C'était soit j'essayais d'apprendre l'allemand, et j'attendais dans 1 an, j'essayais de trouver du travail. C'était pas sûr que j'allais parler bien allemand. Soit j'arrivais tout de suite, je faisais des entretiens, et puis je leur disais tout de suite, je parle pas allemand, mais je vais apprendre, avec cette promesse d'apprendre. Donc j'ai opté pour cette solution-là, en fait, me présenter, et puis donc Et donc là, tu prends des cours. Ouais. Donc j'ai pris des cours, parce que j'ai commencé en fait le travail en janvier, donc j'ai pris des cours, je prenais des cours tous les jours jusqu'à commencer. Et là maintenant, comme je travaille et que j'ai des enfants, je fais qu'une fois par semaine le cours, mais je pratique la journée. Voilà, donc les gens étaient très gentils au début, les 2 premières semaines. Ils étaient très compréhensifs avec le fait que je parlais pas. Il y en avait qui me disaient quand même est-ce que vous parlez anglais? Je disais oui, s'il vous plaît. Et puis en fait, au bout de 3 semaines, ça s'est tassé. Maintenant, les gens proposent plus, donc c'est que mon allemand s'est pas mal amélioré. J'arrive à me faire comprendre, dire ce que je veux. Ça va, quoi. Moi, j'ai le problème que là où je travaille, c'est qu'ils sont... c'est des Italiens, des Allemands, des Français. Et donc, c'est extrêmement international. Et par exemple, la personne avec qui je travaille, qui est arrivée il y a 6 ans, à l'époque où j'avais déjà eu une proposition pour Zurich, lui, c'est à ce moment-là où il déménageait à Zurich, de Floride. Et ça fait 6 ans qu'il est ici et il parle toujours anglais.
Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile. C'est pas un reproche, entre guillemets. C'est quelque chose qui est difficile parce que même quand on parle au anglais, en fait, supermarché, il y a moins de besoins aussi. Ouais. c'est ça. Les gens vont Complètement. tout de suite répondre. Moi, dans l'ascenseur, ça m'a vexé. Hein. Dans l'ascenseur, il y a une dame qui me parle. Je descends dans l'ascenseur là où on habite. Elle me parle en allemand. Je lui réponds en allemand et elle répond en anglais. Voilà. Et donc, c'est là, on se dit, bon, ok, j'ai encore des progrès à faire. Ils entendent notre accent français. Ouais, mais Ils savent qu'on est d'accord, français. mais comme beaucoup de gens parlent anglais, en fait, ils vont tout de suite répondre en anglais, et en fait, ça ne stimule pas, mon allemand. Et donc, j'ai un petit problème là. Donc maintenant, en fait, je pousse les gens là où je travaille à dire, bon, écoutez, J'ai besoin d'apprendre. on fait, par exemple, la ronde, on la fait en allemand. Et bon, je galère, mais bon, il faut passer par là. Mais c'est vrai que beaucoup de gens parlent anglais, c'est-à-dire que venir ici sans l'anglais, juste avec le français, je pense que ça aurait été un petit peu violent. Mais d'un autre côté, on est obligé de se mettre dans la langue plus vite. Donc c'est peut-être plus dur au début, mais peut-être que c'est plus facile par après, parce qu'on est obligé d'apprendre l'allemand. Alors que nous, comme on peut vraiment avoir les deux, déjà l'allemand, enfin l'anglais, c'est parfois, je pense, un peu difficile. Mais c'est pas un reproche d'en fait, c'est juste qu'en fait, c'est une solution de facilité. Parce que là, quand je suis en clinique et je suis en chirurgie et demander des instruments, quelque chose comme ça, je ne peux pas commencer à me cogiter et à me dire comment je vais le demander en allemand. Il faut que j'ai besoin du truc là maintenant. Efficace. Et pareil, voilà, il faut essayer d'être efficace. Et donc, en fait, c'est aussi ça qui est difficile, c'est que l'efficacité prend le dessus sur l'apprentissage de la langue. Mais les étudiants, ils passent leur test, leur examen en anglais aussi, de toute façon. Ah, ils passent en allemand. Le board il est en allemand. L'examen est en allemand, donc c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que c'est clairement impressionnant parce que la plupart des étudiants parlent anglais. Tous les assistants parlent anglais. Mes patients, tous les adolescents que je vois, ils parlent un anglais impeccable avec l'accent américain. Et je leur demande, mais comment t'as appris ? Et ils me disent, j'apprends à l'école. Et je dis, oui, mais moi aussi j'ai appris à l'école et pourtant je parlais pas comme ça. Il me dit, je regarde Netflix. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Netflix. Ouais, et en fait, je pense qu'ils ont quand même aussi cet accès que nous, on n'avait pas il y a 20 ans, 15 ans. En fait, à avoir des séries télé, tous des films qui sont dans la vraie langue et un accès beaucoup plus facile. Des choses comme ça, qui sont des choses qui aident. Je pense que ça aide. Et même des enfants, il y en a pas mal en dessous de 10 ans qui parlent anglais. Ah oui, ils commencent avant. Et j'étais aussi impressionnée. C'est impressionnant. Non, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné par le niveau qu'ils ont. Nous, évidemment, mais il y a plus de personnes qui parlent anglais qui parlent français, ouais. Oui, voilà, ils apprennent aussi un peu plus tard. Fonce tes classes. Moins d'heures. C'est en 5e classe qu'ils apprennent le français ? Oui, ça commence. Et l'anglais, c'est en 3e, 4e classe. Ils commencent un peu avant. Un peu avant. L'anglais, je pensais qu'ils commençaient en première classe, tu vois. Je savais pas... Pas que je sache. Ok, non, mais je suis nouvelle, je ne sais pas. Vos enfants pourront entendre ce podcast. On le laissera en ligne pour eux. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire. Merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Merci Adélaïde aussi. J'étais très contente de participer, merci. Voilà, pour moi c'est quand même une success story. Voilà, une histoire de réussite. C'est votre début, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Est-ce que vous voulez partager une citation, un proverbe, quelque chose qui vous tienne à cœur ? Moi j'en ai un que Vincent m'a dit pendant que je révisais mes examens du coup américains, et il m'avait dit personne ne te reprochera jamais d'avoir essayé. Et je trouve que c'est assez vrai. Je pense qu'il faut essayer, puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, faut pas avoir peur du regard des autres, en fait. C'est un bon motto. Avant de réussir, parfois on échoue. Et la seule chose qu'on voit, c'est les succès, c'est pas les échecs. Mais ça, c'est... Parce que moi, je l'ai vécu avant de réussir dans ma résidence. J'ai échoué pas mal de fois. Et on apprend plus des échecs que des succès. Ouais, ça c'est important. Pourquoi on a honte des échecs, en fait ? C'est toute une question. Je pense qu'on a peur du regard des autres en général aussi. Oui, c'est pour le regard des autres. Mais avant de réussir, quand on voit avec les réseaux sociaux, tous ces gens qui sont tellement brillants, et on ne sait pas qu'ils ont passé 10 ans à galérer avant d'arriver au niveau où ils sont. Et ça, on l'oublie complètement. Et comme on dit toujours, avant d'être expert dans un domaine, on est apprenti dans un domaine. Et donc, il faut aussi de temps en temps se relativiser, puis se donner aussi la chance de réussir, en se donnant les moyens de réussir, mais en se donnant, ok, si je rate, au moins,
Ouais, à méditer. Merci à nouveau. Merci. J'aime beaucoup les belles histoires. J'espère que vous avez aussi apprécié ce partage, que les interviews ouvrent des réflexions aussi pour vous, vous informent. En l'occurrence, j'avais jamais envisagé les spécialités de l'orthopsie ou de la médecine animale comme des métiers facilement exportables. Donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de voir que plus on est précis dans son domaine, plus c'est facile de s'exporter finalement. Adélaïde et Vincent sont plutôt du type proactif, vous l'avez entendu, ils connaissent leurs forces, ils avancent avec confiance et ça fait du bien à entendre. Donc bonne route à votre famille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, vos commentaires, vos likes, les étoiles sur Apple Podcast, vos partages des épisodes à vos connaissances aussi sont mon bonus. Merci de prendre le temps de le faire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Franzine.